Oubliez les usines et les stocks, la valeur des entreprises est désormais invisible. Données, algorithmes, propriété intellectuelle, voilà ces véritables richesses. Tout circule dans ce bureau numérique que l'on croit familier et surtout sous contrôle. Mais l'est-il vraiment ? Derrière cette apparente maîtrise se cachent des dépendances invisibles, des infrastructures étrangères, des fournisseurs devenus des alliés plutôt fragiles. Alors, peut-on encore faire confiance à son bureau numérique ? Et surtout, comment reprendre le contrôle de ce patrimoine immatériel vital ? Bienvenue dans les Dessous de la Tech. Alors pour ce nouvel épisode des Dessous de la Tech, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Bonjour David Chassan, vous êtes directeur de la stratégie chez Outscale Dassault Systèmes. Et puis Philippe Trouchot, vous êtes CTO chez PwC. Bonjour Anna. Alors pourriez-vous, avant de commencer, nous rappeler rapidement ce que fait Outscale, David ? Outscale est une marque de Dassault Systèmes. Nous fournissons à la fois l'ensemble du socle technologique cloud pour Dassault Systèmes dans le monde entier. Et nous fournissons également ces mêmes services à des entreprises autres que Dassault Systèmes, externes. Et nous avons engagé depuis 2 ans les jumeaux virtuels des organisations pour accompagner notamment le secteur bancaire et globalement la finance, la santé et le secteur public à maîtriser cette nouvelle complexité. Alors, vous l'aurez compris, on va parler confiance numérique, confiance envers son bureau numérique, mais aussi plus largement de contrôle envers le patrimoine immatériel de nos entreprises. L'immatériel devient le socle de la valeur économique des entreprises. Et pourtant, elles en perdent peu à peu la maîtrise. Qui contrôle réellement ce capital invisible mais stratégique ? Alors pour commencer, je voudrais vous proposer un premier exemple qui est assez parlant, je trouve. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on a 2 géants de l'automobile, Stellantis et Tesla. Stellantis qui a des usines dans le monde entier, des dizaines de marques, des millions de véhicules produits chaque année et qui a une valorisation d'environ 25 milliards de dollars. Et puis, on a de l'autre côté Tesla, qui a une production bien moindre de véhicules, et pourtant une valorisation qui flirte avec 1000 milliards de dollars. Alors, pourquoi un tel écart ? Parce qu'aujourd'hui, ce que vous fabriquez, ce n'est plus ce que vous fabriquez qui fait votre richesse, c'est ce que vous savez. Votre valeur, c'est votre capital immatériel, ce sont les données, les algorithmes. Donc, c'est votre capacité à innover, à optimiser et à anticiper. Et donc, tout ça vit dans votre système d'information. Et quand on voit l'écart de valorisation entre Stellantis et Tesla, on comprend que la donnée vaut plus que l'usine finalement. David, est-ce que vous pensez que les entreprises en ont vraiment pris conscience de ça ? Je pense que certaines entreprises, en tout cas, en ont pris conscience. Et c'est vrai que à ce stade, on est passé de l'économie du produit à l'économie de l'expérience. Et c'est ce qui permet de capitaliser finalement l'ensemble de ces données, de ce savoir et également du savoir-faire. Et donc c'est cette expérience et la maîtrise du savoir et du savoir-faire pour une entreprise qui est essentielle et qui vient donner toute sa valorisation et sur laquelle nous souhaitons accompagner cette transformation. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, le système d'information est devenu le vrai cœur de la valeur d'une entreprise ? Si on prend, par exemple, comme on peut le voir à l'écran, les plus grandes valorisations françaises, ce sont des entreprises qui ont plus de 40 ans et dont la valorisation n'est pas basée sur le SI, contrairement aux États-Unis, où toutes les entreprises les plus valorisées sont essentiellement basées sur la tech. Philippe, pourquoi est-ce que les SI des entreprises sont encore si peu perçus comme des actifs stratégiques par le COMEX des entreprises françaises ? On a eu une vague historique de mise en place de RP. Il fallait avoir des systèmes de gestion mondiaux. Alors la géopolitique aide un peu moins en ce moment à avoir des systèmes de gestion mondiaux. Et il y a eu beaucoup de régulations sur la donnée pour qu'elle reste dans chaque pays. Mais en revanche, ce que l'on voit, quelles que soient les entreprises là, qui figuraient dans la liste, c'est qu'il y a une appétence de tous les dirigeants à la technologie en fait. Et donc ils ont bien compris qu'ils maîtriseraient pas leur futur. Je vais vous donner la statistique exacte. 82% des dirigeants en France considèrent que leur première priorité d'investissement, c'est la technologie pour se transformer. Et s'ils n'opèrent pas ces transformations, ils considèrent qu'à horizon de 5 ou 10 ans, leur entreprise est condamnée. Donc ils ont moins que dans le passé la réflexion sur le système d'information, parce que quelque part, c'est un peu derrière eux, mais la maîtrise de la technologie
pour développer des nouvelles expériences, pour être capable d'innover, c'est leur priorité numéro 1. Et il y a 10 ans, ces mêmes dirigeants vous auraient dit priorité numéro 1, c'est de faire des fusions-acquisitions, de manger un compétiteur, de s'étendre sur la chaîne de valeur. Donc l'appétence à la technologie, puis évidemment j'aurais pu dire que tout ça s'est exacerbé par l'IA, elle est là. Après, il y a effectivement des enjeux de dépendance, de gestion des risques, dont j'imagine qu'on les abordera. Mais, on va en parler effectivement. Ouais. Merci Philippe. Alors effectivement, on parle de données, d'algorithmes, de valeurs créées par le numérique. Il y a eu des évolutions, comme vous le dites, Philippe, mais concrètement, ces éléments, est-ce qu'ils sont réellement entre les mains de l'entreprise, David ? On pense qu'elles sont réellement au cœur de l'entreprise et elles peuvent en décider d'elles-mêmes. Elles ont quand même des choix à réaliser. Donc, non seulement elles sont face à cette complexité, un monde extrêmement volatile, incertain, et d'un autre côté, elles se doivent d'être compétitives. Et donc, le cloud a amené un nouvel usage de l'infrastructure informatique avec beaucoup d'agilité. Nous-mêmes, nous facturons à la seconde d'usage. Donc c'est pour donner l'extrême agilité qui peut être mise en œuvre. Et d'un autre côté, un peu plus récemment, mais la Generative AI qui est arrivée un peu rapidement pour certains, qui existait auparavant, mais qui permet surtout de pouvoir générer de nouveaux types de données, de nouvelles données, un nouveau savoir-faire, et sur lesquels l'entreprise se doit d'être en totale maîtrise de cet ensemble. Et donc leur gouvernance est vraiment essentielle pour que le système d'information qui est mis en œuvre, qui est décidé, soit réellement un asset stratégique pour l'entreprise. Et donc, quand on externalise une partie de son SI dans le cloud, est-ce qu'on gagne en performance au prix d'une perte de souveraineté ? Alors c'est un peu compliqué, mais malgré tout, je dirais que oui, parce qu'en fait, l'entreprise reste maître de ses propres décisions. Ouais. Donc, à partir du moment où j'ai envie de réagir et de préserver ma compétitivité ou favoriser mon innovation, je peux aller dans le cloud parce que ça me permet d'être extrêmement agile et ça me permet surtout de faire un time to market vraiment très très proche. Donc, à partir de ce moment-là, je peux choisir une technologie de type cloud privé et je garde ma propre technologie, ou je peux faire confiance à un acteur qui me propose cette technologie-là, auquel cas il va falloir avoir cette transparence de la technologie qui est amenée, notamment en termes de souveraineté. Et derrière cela, pour nous, la souveraineté, c'est quelque part de choisir ses dépendances. Mais quand on parle de compétitivité, innovation et préserver son savoir-faire, à ce moment-là, il n'y a pas d'autre choix. À partir du moment où on a une activité sensible, des données critiques, alors il faut choisir un cloud souverain. Pour tout autre usage, d'autres clouds de commodité font l'affaire. Donc tout ne doit pas être forcément souverain. Donc c'est la gestion des risques, d'avoir cette gouvernance. Et donc au final, l'entreprise reste souveraine dans ses choix. Je vois, mais est-ce qu'on peut quand même parler d'actifs internes pour la donnée quand elle transite dans des plateformes non européennes ? Alors là, en effet, c'est un peu plus compliqué et ça demande beaucoup de vigilance. C'est pour ça que même si on utilise une technologie américaine sous couvert d'être un acteur français ou européen, il n'empêche que cette technologie est soumise à des lois extraterritoriales et donc un accès possible. D'ailleurs, le directeur juridique de Microsoft France l'avouait récemment face à des sénateurs et des députés sur le fait que il ne pouvait pas garantir l'accès que l'accès aux données qu'il hébergeait même en France était complètement préservé. Donc il y a une réalité. Maintenant, l'entreprise peut faire son choix. Et en tout cas, si elle veut préserver sa propriété intellectuelle, alors il faut choisir les bons partenaires. Et donc, l'avantage, c'est qu'en France, en Europe, on a des super partenaires. C'est vrai. Alors Philippe, si vous deviez expliquer à un dirigeant pourquoi la souveraineté numérique n'est plus un sujet d'État, mais plus un sujet de compétitivité, qu'est-ce que vous lui diriez, vous ? D'abord, tous les dirigeants, ils savent que le vol de propriété intellectuelle, ça a toujours existé. C'est rendu peut-être plus facile, ou en tout cas, il y a d'autres
canal pour attaquer une entreprise, lui voler de la propriété intellectuelle. Et je pense que là, on est à un point d'inflexion. Autrement dit, pendant 2-3 ans, notamment en Europe, on a fait ce qu'on appelle des POC pour Proof of Concept en très mauvais français, c'est-à-dire des pilotes sur l'intelligence artificielle. Mais lorsque vous allez vraiment passer des process ou des systèmes d'IA à l'échelle de l'entreprise, en fait, vous êtes en train de mettre votre intelligence, enfin c'est juste pour prendre une image, et c'est ces données qui sont le capital de l'entreprise. Donc je pense pas que vous ayez... alors c'est un peu la dichotomie qui était citée, vous pouvez pas mettre tous vos meubles dans un coffre-fort, c'est pas réaliste. Réciproquement, vous avez peut-être envie de mettre vos plus beaux bijoux, c'est souvent comme ça qu'on en parle en matière de cybersécurité. Donc je pense que ce qui est important dans la souveraineté, c'est savoir gérer sa dépendance, parce que quelque part, voilà, on est dépendant d'un fournisseur, c'est pas grave, ça aussi, ça a toujours existé, et surtout savoir mesurer son appétence au risque par rapport à la valeur de ses actifs. Et la souveraineté, je pense qu'en particulier en matière de technologie, il faut surtout pas l'entendre comme on va fermer les frontières et vivre dans notre petit village gaulois. En fait, je pense que le socle de souveraineté, il sera nécessairement européen quand on compare à la capacité d'investissement financier qu'ont les géants de la technologie aux États-Unis. Si on veut se donner des chances d'avoir ces champions européens, et ça a été dit, on les a en partie, on a les talents, on a tout un tas d'atouts en Europe, mais il leur faut un marché européen, des débouchés locaux. Je ne crois pas une seconde qu'on aura des champions pays par pays qui seront de classe mondiale. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, je voudrais poursuivre sur un autre exemple qui date de 2021 avec AWS, Amazon Web Services, qui avait coupé Parler sans préavis. Alors, pour rappel, Parler, c'est un réseau social américain qui se voulait un peu une copie de X, Twitter, mais sans modération, avec une modération minimale et un discours assez libre. Et donc, le 6 janvier 2021, on a des militants qui ont utilisé Parler pour organiser la prise du Capitole aux États-Unis. Et donc, la plateforme a été critiquée pour son absence de modération et la prolifération de contenus violents et conspirationnistes. Et donc, sans préavis, AWS a suspendu l'hébergement du site le 10 janvier 2021, ce qui a rendu Parler temporairement indisponible. Et puis, par la suite, Apple et Google qui ont également retiré l'application de leur store. Donc la question qui me vient, c'est est-ce qu'on peut sérieusement parler d'indépendance stratégique quand le moindre incident politique ou commercial peut faire tomber toute une entreprise hébergée sur un cloud non souverain, David ? Oui, c'est vrai qu'à partir du moment où une entreprise fait un choix technologique d'un partenaire, même au-delà qu'il soit technologique, mais ça veut dire qu'il s'expose à sa propre dépendance en fait, et il dépend de lui-même. Mais on a eu le cas aussi, sans parler forcément de cloud, avec la virtualisation et VMware, qui va pas forcément utiliser l'arme d'une coupure, mais une arme économique pour procéder à une augmentation de ses prix de licence de manière extrêmement forte. Et donc là, on a une dépendance économique qui s'opère aussi, et donc ça vient changer tous les business models, tous les budgets des DSI. Donc quand on fait un choix, il doit être au maximum éclairé. Pour qu'il soit éclairé, il faut être transparent. Et c'est en cela où le prestataire cloud ou IT doit être en totale transparence pour favoriser cette confiance en fait. Donc cette transparence, la confiance, le niveau de sécurité, le niveau de souveraineté doit être valorisé, doit être du coup transmis pour que la direction informatique, la direction générale d'une entreprise fasse un choix éclairé de son prestataire. Après, c'est vrai qu'on peut aussi faire des choix éclairés à un instant T, et puis la confiance et la relation avec le partenaire peut être amenée à évoluer aussi en fonction d'évolution politique et géopolitique, comme on a pu le voir récemment. Un autre exemple aussi, en mai 2019, un décret américain qui a forcé Google à révoquer la licence Android de Huawei. Donc pour des questions de sécurité nationale. Donc aujourd'hui, nos alliés peuvent bloquer l'accès à nos propres données, même lorsqu'on partage leurs valeurs. Philippe, est-ce qu'on devrait avoir peur sur le plan professionnel quant au choix de certaines solutions ?
Je pense que la peur, de manière générale, c'est la plus mauvaise des conseillères. Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur. Il faut se faire guider. Vous pouvez avoir en montagne, vous pouvez avoir peur. Vous prenez un guide et généralement, il vous accompagne. Donc, mais en fait, je pense qu'au niveau macro, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a beaucoup d'annonces dans la technologie, il y en a tous les jours, mais en réalité, ce qui se passe là, c'est issu de raisonnements d'il y a 20-30 ans. En fait, je vous prends deux petits exemples rapidement. Début des années 90, en Europe, on décide de réguler les télécoms par le prix de vente aux consommateurs. On est tous plutôt très heureux, on paye moins cher. Bon. Et sauf que 20 ans après, on se réveille en disant, tiens, c'est dommage, il n'y a plus d'équipementiers européens dans les télécoms, et pour cause, ils étaient beaucoup trop chers par rapport à des nouveaux entrants. Et c'est toujours un peu la même chose. On a besoin en Europe d'avoir cette vision. Alors les Chinois notamment l'ont. Hein, ils ont les routes de la soie. Ils ont cette vision stratégique tant sur la technologie que sur la logistique. Et quand vous regardez les rapports de la CIA, qui sont un peu des rapports de stratégie sur les États-Unis, c'est exactement la même vision sur la technologie et sur le futur du commerce et des services. Et alors, entendez un peu de critique dans ce que je vais dire. En Europe, on est trop en réaction et j'ai pas la réponse à tout. Mais ce qui est clair, c'est que, et je vais vous donner un autre exemple, on n'est pas dans l'anticipation, dans la vision stratégique. 2014, là aussi, réaction à certains sujets liés à Android. L'Assemblée nationale, en France, elle a voté la création d'un operating system français. Bon, et il y a beaucoup de scientifiques, de savants qui s'étaient réunis en disant le truc, ça va coûter à peu près 50 milliards, il faudra à peu près 20 000 ingénieurs, donc on les aura pas. Et ce truc-là, donc ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que le marché, il est européen, il faut des acteurs européens, mais il faut une vision stratégique qui ne peut pas être en réaction aux annonces de qui en Chine, qui aux États-Unis. Ça nécessite des investissements. La bonne nouvelle, vous le savez, c'est qu'on a cet argent en Europe. Plein d'économistes le disent. Il y a 35 000 milliards d'économies qui dorment dans les banques. On peut flécher. Il y a plein de solutions, mais encore faut-il essayer d'avoir. Et je dis pas ça parce que vous êtes en charge de la stratégie, mais il faut avoir cette vision stratégique et dans l'environnement, j'enfonce une porte ouverte, dans l'environnement géopolitique qui est le nôtre, on voit que les Européens sont pas alignés en fait. Oui. Si vous avez des grosses berlines à vendre aux États-Unis, vous êtes peut-être tenté d'aller acheter des avions de chasse aux États-Unis parce que vous aurez moins de droits de douane sur vos grosses berlines. Je pense à personne en particulier, mais c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Oui, malheureusement. Un exemple un peu plus récent, maintenant, il y a juste avant l'été, en mai 2025, il y a eu l'affaire de la Cour pénale internationale où Microsoft a désactivé le compte du procureur en chef de la CPI, Karim Khan, en appliquant des sanctions américaines. Donc, pour rappel, l'histoire, c'est qu'en février, l'administration américaine avait inscrit Karim Khan sur sa liste des sanctions parce que notamment pour son rôle dans l'enquête de la CPI sur d'éventuels crimes de guerre en Israël, en Palestine et en Afghanistan. Et pour se conformer à ces sanctions, Microsoft a suspendu uniquement le compte de Karim Khan. Et donc, il a suspendu ses emails, son Teams et son accès à OneDrive. Donc, en pratique, le procureur il s'est retrouvé sans accès à ses mails et à ses espaces de travail, juste au moment où ses équipes planifiaient des audiences cruciales. Quand un procureur de la Cour pénale internationale peut être déconnecté de son environnement de travail par une entreprise privée américaine pour des raisons purement politiques, est-ce qu'on peut encore se permettre d'externaliser des fonctions vitales à des clouds extraterritoriaux? Et si ça arrive à la CPI, qu'est-ce qui protège une entreprise française ou des institutions européennes du même sort, Philippe? Alors, c'est une vaste... Ça fait 3 questions en une. Non, ça fait 3 questions en une. Non, mais on va revenir à la gestion du risque, en fait. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une institution européenne qui a toutes ces données dans des clouds parce qu'en réalité, on parle de souveraineté, il y a des mécanismes qui permettent de sécuriser je vais pas rentrer dans le détail technique, ces données, même quand elles sont sur des clouds non souverains. Donc, ça existe, mais c'est une appétence au risque qui est mal raisonnée, à mon avis, et une mauvaise idée dès le départ, en fait. Voilà. Et le sous-jacent de ça pose la question du plan B. On n'a pas de suite bureautique européenne aujourd'hui, ou marginalement quelques trucs. Donc là aussi, ça nécessiterait, je pense, des réflexions beaucoup plus profondes. Mais
En réalité, en matière de sécurité, on a les solutions. Encore faut-il avoir eu la bonne réflexion en amont pour savoir où sont les risques, qui exerce une menace. Et la menace, c'est pas que celle qui est à l'instant T, c'est celle qui peut se projeter dans le temps. Donc, finalement, et vous l'aviez dit dans vos précédentes questions, ça revient toujours à un sujet de gestion des risques et de bonne gouvernance, en fait. C'est toujours, dans tous les incidents de ce type, on retrouvera toujours le même problème. Il n'y avait pas d'anticipation des risques ou une mauvaise appréciation de la menace, et puis il n'y avait pas de gouvernance. Donc souvent, il y avait des gens qui peut-être avaient anticipé cette menace et pas suffisamment à bonne hauteur dans l'organisation de l'entreprise ou de l'institution, et probablement parce que l'environnement géopolitique a changé, un regard un peu naïf sur qui sont nos alliés ou qui peut constituer une menace pour nous, en fait. Oui. Alors un autre exemple où cette fois-ci la France a peut-être pas mal anticipé, c'est l'affaire des F-35, ces avions américains qui ont été assez vendus en fait, enfin en tout cas achetés par des puissances européennes. Et auquel on prêtait un kill switch. Alors le Pentagone a formellement démenti l'existence d'un tel bouton, mais en tout cas, ces avions dépendent de mises à jour logicielles centralisées aux États-Unis, et donc ces mises à jour, si elles sont retardées, ce sont des radars qui sont compromis. C'est la furtivité, c'est la stratégie cyber, la sécurité cyber. Il y a également l'aspect du GPS où cette mise à jour en fait peut empêcher l'accès aux données GPS pour le pilote pendant qu'il est en vol, et donc l'accès aux frontières, la connaissance des frontières, la connaissance de sa cible, etc. Donc quand une mise à jour logicielle ou un signal GPS peut décider du décollage ou non d'un avion de chasse du coup européen s'il est acheté par des puissances européennes, est-ce qu'on peut encore parler de souveraineté militaire ? C'est une question que je vous pose, David. Alors, sur ce plan-là, on a quand même un leader mondial. Oui, vous êtes plutôt bien placé pour l'association, donc et d'autres Européens, Airbus, Leonardo, etc. Donc en fait, on a quand même la chance en Europe, si on se met d'accord, Philippe, à ce que on puisse favoriser les technologies, les services dont on peut bénéficier en France, en Europe, tous ensemble. Et on n'a pas de quoi rougir, parce qu'on est quand même le premier marché mondial pour tout le monde. Donc on a quand même, et c'est peut-être pour ça qu'on nous appelle le marché européen d'ailleurs. Ouais. Mais ce serait bien d'avoir cette coordination. Et un autre point quand même, c'est qu'on a la puissance nucléaire. C'est vrai. C'est vrai. Mais donc, qu'est-ce qui empêche demain qu'un cloud non souverain fasse la même chose et désactive à distance nos systèmes critiques civils ou industriels, finalement ? En fait, la menace est réelle et sérieuse. L'avantage avec Donald Trump qui est revenu aux affaires, c'est que il menace et il exécute sa menace. Donc les choses sont claires, et comme c'est une démocratie, tout est écrit. Le Cloud Act, le FISA, donc tout est écrit comme quoi on peut avoir accès à tout. Donc en fait, oui, il n'y a pas de surprise. Donc c'est plutôt clair de ce point de vue-là. Et donc on a quand même une réalité qui peut s'opérer, et comme on l'avait vécu à l'époque du Covid, Microsoft sur son cloud avait donné priorité au système de santé américain versus tous les autres clients qui utilisaient son cloud. C'est vrai. Donc les choses sont claires, on manque pas d'exemples. Effectivement, on a parlé de pas mal d'exemples. Aujourd'hui, chaque exemple montre un peu les mêmes dangers, nos données, nos services numériques qui sont notre capital immatériel, qui peuvent nous être retirés si on n'y fait pas attention, si on n'anticipe pas, comme vous le dites, Philippe. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même des solutions qui existent, des alternatives souveraines. Dans le cloud, il y a évidemment Outscale, il y a aussi Nextcloud, il y a Infomaniac. Dans les messageries chiffrées, on a Chap, on a Olvid. En cybersécurité, on a Sequoia, Arfanglab, Gatewatcher et j'en passe. Donc, on a énormément de solutions souveraines. Peut-être une dernière question pour vous, Philippe, et après, une dernière question pour vous, David. Pourquoi est-ce que ces solutions restent encore assez confidentielles, Philippe ? Je
Je vais pas revenir sur la taille du marché européen, mais voilà, tout le monde le dit. Mais on n'a pas cette logique en Europe. D'abord, on n'est pas aligné, on l'a dit, et on n'a pas cette logique de patriotisme économique en fait. Et on a, je pense, historiquement et inconsciemment, un espèce de complexe d'infériorité dans la technologie qui est qui est pas raisonné en réalité. Encore une fois, on continue à produire les meilleurs ingénieurs en Europe, beaucoup d'innovations. Il y a des leaders mondiaux, en particulier dans la technologie. Mais il y a historiquement, parce qu'il y a ces visions stratégiques, beaucoup plus d'appétence à la technologie et beaucoup plus de soutien de l'État fédéral américain à ces grands de la technologie. Donc si les sociétés que vous avez citées avaient accès à un marché européen, à une sorte de préférence européenne, je suis sûr qu'elles se porteraient beaucoup mieux en termes de croissance. Et ces mêmes sociétés, le marché américain l'aurait quasiment fermé, même si c'est pas officiel, et idem avec l'Asie en fait. Donc oui. C'est bien cette prise de conscience européenne et qui peut même être un élément de fierté. Vous en avez cité, on a ces exemples-là en Europe. Il y a 2 leaders software mondiaux qui d'ailleurs n'ont jamais été même quasiment challengés. Ils sont européens, donc on n'est pas nul en technologie, on n'est pas nul en software, mais on manque d'une impulsion politique, mais aussi même, j'allais dire, d'éducation quelque part en fait. Ouais. On voit que quand vous faites des grandes universités américaines, des MBA, il y a le volet technologique qui est très présent. On a parfois, nous, je pense, dans l'esprit de certains dirigeants politiques, la vision technologique, elle est un peu ancienne. Je vais le dire pudiquement comme ça. C'est vrai. Est-ce que c'est possible d'avoir tout son bureau digital hébergé en Europe, David ? Je pense que oui, parce qu'en fait, il y a déjà une réalité. Quand on cite Jamespot, Interstice, Jalios, qui sont des suites collaboratives déjà opérationnelles, qui plus est dans des environnements de type Secnum Cloud, ou encore, bien sûr, Dassault Systèmes, puisqu'on a des éléments de collaboratif au-delà des solutions de modélisation et de simulation. Donc, les solutions existent. Beaucoup, d'ailleurs, comme les acteurs que vous mentionniez tout à l'heure, Alnor, sont présents chez Exatrust, sur lesquels on essaie d'amener cette fierté, cette reconnaissance, cette promotion. Et d'un autre côté, enfin, après 2 ans de travaux, nous avons créé le comité stratégique de filière, solutions logicielles et solutions de confiance. Donc, il y a pour mission, avec la DGE, avec Bercy, de faire la promotion, de favoriser l'usage et surtout de flécher la commande, qu'elle soit publique ou privée, parce qu'en fait, la commande est beaucoup plus vertueuse que un financement à l'innovation, qui est nécessaire aussi, mais la commande a quelque chose de plus bénéfique que un soutien à l'innovation d'avance ou de crédit d'impôt. C'était le mot de la fin. C'est la fin de cet épisode des Dessous de la Tech. Merci David Chassan, merci Philippe Trochot pour votre expertise. Merci Anne-Laure. Merci Anne-Laure. Données, outils, savoir-faire, l'essentiel de nos entreprises ne nous appartient pas toujours. Hier, ce n'était pas un problème, nous faisions confiance à nos partenaires. Mais les intérêts changent et la confiance vacille. La souveraineté numérique n'est plus un luxe ni un choix stratégique, c'est le socle de notre résilience. Reprendre le contrôle de ce capital immatériel pièce par pièce devient vital, car ce qui semblait lointain hier peut nous frapper dès aujourd'hui. À très bientôt dans les Dessous de la Tech. Merci beaucoup. Merci. Timing.